Il représente la plus grande richesse des pays du monde entier. Sans lui, une nation ne peut pas maintenir une croissance économique durable. C'est le capital humain. Beaucoup le décrivent comme le catalyseur qui permettra aux pays africains de passer de la pauvreté à la prospérité. Pourtant, la réalité est là. L'Afrique est la seule région du monde où le nombre d'adolescents non scolarisés a augmenté ces dernières années. On parle de 50 millions d'enfants concernés. À cela s'ajoute le problème de la qualité de l'enseignement. La Banque mondiale tente tant bien que mal de corriger le tir en publiant en octobre 2018 son premier indice du capital humain. Ce dernier montre que près de 60% des enfants nés aujourd'hui seront au mieux moitié moins productifs qu'ils n'auraient pu l'être s'ils avaient pu bénéficier d'une scolarité complète et de la pleine santé. Tout ceci trahit une sérieuse crise du capital humain qui pourrait avoir de graves conséquences sur la croissance économique et aussi sur l'aptitude collective du monde à mettre fin à la pauvreté extrême d'ici 2030. Comment donc renverser la tendance? Nos systèmes éducatifs sont-ils en adéquation avec les défis de l'heure? Les dirigeants africains ont-ils conscience que l'investissement dans la population est essentiel pour assurer la prospérité future du continent et sa pleine participation aux marchés mondiaux? Voilà quelques-unes des préoccupations sur lesquelles je vais amener mes invités à intervenir. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro de Espace Éco. À mes côtés aujourd'hui, Madame Eunice Ife Narbokou, elle est consultante RH, fondatrice du cabinet Il et Ife. Bienvenue Madame. Merci. En face de vous, Dr Gilles Théophile Yekmon, enseignant-chercheur chargé de cours à l'ENAM, entendez École nationale d'administration et de magistrature. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Alors, chers invités, quel regard portez-vous sur la situation en Afrique aujourd'hui du capital humain? Docteur Yekmon. Merci madame la journaliste. Je crois que comme regard pour l'Afrique, je partirai d'abord de notre microcosme, le Bénin, en nous disant que c'est vrai, l'Afrique va peine d'une façon globale, et comme à l'instar, le Bénin à l'instar de l'Afrique de toute façon, à se dire, ce capital humain, c'est ce qui suppose avoir la maîtrise d'un certain nombre de compétences et de connaissances. Or, ces compétences et connaissances ne peuvent découler que de la formation et de l'éducation. Et étant dit que la frange la plus substantielle représentative n'est pas dans le milieu scolaire, le milieu de formation, le milieu éducatif, ça signifie qu'il y en a qui sont restés au bas-côté du pavé. Et il faut les remettre, il faut les recentrer et voir un peu comment l'éducation formelle, telle que nous l'avons aujourd'hui, en y associant la partie non formelle, comme ceux qui sont dans l'informel, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ratisser l'âge? Parce que sans connaissance, on est toujours porté vers une mauvaise compréhension de l'existence humaine. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. Donc l'Afrique dans sa globalité, ce que la Banque mondiale a publié, c'est une évidence. Mais comment faire pour y parvenir? Je crois qu'au cours du débat, on pourra y revenir. Nous serons complémentaires avec mon vis-à-vis. Justement, Madame Narbokou, vous, en tant que consultante en RH, vous êtes en contact direct avec les demandeurs d'emploi, les travailleurs, etc. Qu'est-ce que vous pensez du niveau? Qu'est-ce que je pense du niveau? La question ici, pour moi, elle est quand même assez délicate parce que, disons que les personnes, déjà, il y a quand même une certaine volonté. Donc, la volonté, déjà, c'est très important. Donc, de ces personnes-là, il y a une certaine volonté de grandir, d'avoir un emploi, d'avoir un travail. Maintenant, ils ne savent pas exactement comment il faut faire. Et c'est à ce moment-là que, justement, la formation est intéressante. Quand je dis ils ne savent pas comment il faut faire, c'est qu'ils ne savent pas comment se vendre. Donc, comment se vendre, c'est prendre conscience de ses compétences.
Et c'est là que nous, en tant que ressources humaines, nous avons un grand travail à faire, autant que ce soit avec la personne qui cherche que l'entreprise elle-même. C'est aider les personnes à mettre en valeur leurs compétences, de sorte qu'ils comprennent que la voie n'est pas forcément trouver un travail, mais la voie est d'être formé et d'avoir une activité, pas forcément être salarié. Comment être conscient justement de ses compétences quand on n'a pas été bien formé à la base? Alors, les compétences, en général, ça va partir... Lorsque je parle de compétences ici, je ne parle pas uniquement des compétences que nous avons par rapport à nos diplômes. L'état d'esprit d'ILEIFE, c'est notamment que nous avons tous en nous, en fait, des talents. Qu'on peut dire des talents innés. Et quand je parle de talents innés, bien sûr, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Je prends un exemple, c'est l'organisation. Supposons que vous êtes quelqu'un de très, très, très bien organisé. Dans la vie classique, vous pouvez peut-être paraître comme quelqu'un de maniaque, mais au sein d'une entreprise, on recherche des personnes qui ont ce talent, ce besoin d'être très organisé. Donc, si on les amène à développer ça et à comprendre que c'est une compétence, ainsi, on peut les mettre en fait on peut les mettre à leur juste place. Tout à fait. Donc, en ce qui concerne les adolescents, ça, c'est plutôt, disons, le travail du professeur Yekmon. Et de mon côté, je me base donc sur ceux qui ont fini, sur ceux qui sont en train de sortir de leur cursus scolaire et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui sont sur le marché. Alors, Dr Yekmon, est-ce qu'on peut construire l'Afrique en se basant sur les talents innés? Oui, les talents innés, et puis ceux qui ne le sont pas, ces talents qui ne sont pas innés doivent pouvoir s'ajouter. Je crois que c'est un tout. Ce qui est inné, c'est vrai, il va falloir vraiment que chacun y prenne connaissance, comme on le dit, et y prenne conscience, je dirais, en somme. Mais ce qui n'est pas inné découle de l'apprentissage, de la formation. Et dès que ce maillage-là est assuré, je crois qu'on arrive vraiment à aller au mieux. C'est vrai, l'Afrique, vous posez la question, je n'étais pas totalement allé là-dessus en tant que tel. Oui, il faut d'abord avoir conscience. Madame, la consultante vient de dire quelque chose d'essentiel. Il faut pouvoir se vendre. L'individu doit pouvoir être formé, avoir ses prérequis, se former, s'informer, savoir aussi qu'il est dans un environnement où lui-même en tant qu'individu doit pouvoir savoir qu'il a un produit qui peut laisser consommer par les autres. J'ai compris l'approche marketing. Vous êtes sur le marché. Sur le marché, il y a deux acteurs, l'acheteur et le vendeur. Pouvoir se vendre à celui qui vient vous prendre, celui qui est là pour faire savoir effectivement au-delà des diplômes qui ne sont que les connaissances supposées, vous-même, qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous vibrez au quotidien? Est-ce que vous êtes vide au-delà de vos diplômes, le jour comme la nuit? Est-ce que vous avez des capacités par rapport à ce qui semble intéresser les autres? Dire que je suis là. Ces formations, l'Afrique doit pouvoir aller dans ce sens. Et aujourd'hui, vous voyez, comme vous l'avez dit, pour le cas, c'est vrai que pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, pour ce que j'ai plus ou moins connu, dans nos diverses formations que nous donnons et consultations, vous sentez que chacun, on est dans un univers où on veut changer la façon d'enseigner, la façon de dire les choses pour que nous ne formions pas des gens qui ne savent pas qu'ils sont aussi des produits vendables. Et aujourd'hui, vous avez vu un certain nombre de réformes que nous sommes en train de faire, ne serait-ce que pour le Bénin. Nous sommes allés en décembre 2014 au deuxième forum de l'éducation. Des 17 au 19 décembre 2014, l'avant-propos, on a dit de ce forum qu'il faut revisiter l'homme. Il faut faire une rupture. On n'était pas encore à l'étape de 2016. Dans l'avant-propos, vous voyez, j'étais rapporteur général de ce forum. On a dit qu'il faut fondamentalement rompre avec cette façon de faire. Après ça, nous sommes passés pour le Bénin. Dès 2017-2018, nous sommes passés au plan sectoriel, au nouveau plan sectoriel de l'éducation post-2015, pour dire désormais le secteur de l'éducation étant un tout, au-delà des dimensions un peu sectaires qui concernent les divers ordres d'enseignement. On a dit qu'il faut faire maintenant pour que l'homme soit vraiment vecteur de développement. Le capital humain qui doit être vecteur de développement doit pouvoir s'auto-prendre en charge. Le mythe à Corée également, il faut aller au-delà. C'est ça que
le plan a dit. Et présentement, je ne trahis rien. Depuis décembre dernier, nous sommes dans une réforme pour aller vers la professionnalisation de l'éducation. Je suis là en officiant comme consultant principal national. Et pratiquement, vous avez vu, fin juillet, nous sommes allés à la table ronde technique, à Azalea, table ronde technique également de l'éducation, pour la professionnalisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Pour voir dans quelle approche il faut inverser cette formation pour que la professionnalisation ne soit pas la dernière roue du carrosse. C'est quand on a tout perdu souvent qu'on dit je vais vers la professionnalisation, l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, c'est comment faire pour inverser cela. Dès que nous avons fini avec la table ronde technique, le gouvernement va s'approprier au retour de ses vacances un peu pour aller en séminaire gouvernemental vers ça. C'est une commande faite par le gouvernement lui-même avec à sa tête le chef de l'État qui a dit vous le faites. On inverse les choses pour voir. Et n'hésitez pas à voir beaucoup plus le sérail de l'enseignement général muet vers la professionnalisation. Comment faire même pour que ceux qui ne sont pas dans le système, ceux qui sont aux abords de rue apprennent tout ça, comment faire pour les faire entrer dans ce mécanisme un peu fécond. Parce que sans ça, ce qui se développe, la RH va mieux indiquer, c'est d'abord l'homme. Tant que vous ne formez pas l'homme, c'est l'homme qui se développe d'abord et les choses l'accompagnent dans le développement. Donc c'est un processus auquel il faut pouvoir adhérer. Donc cette réforme-là, nous avons presque atteint, après tout ce que j'ai cité, un point de non-retour. Nous sommes en train d'aller, vous verrez, d'ici à là, il y a un plan stratégique de réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle qui va s'enclencher dès cette rentrée. Donc je ne trahis rien. Si nous ne jouons pas sur ça, nous allons former des gens à forte cohorte d'ignorance professionnelle, je mets entre griffes. Donc c'est comment faire, parce qu'on n'est pas fiers. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, je suis enseignant, on n'est pas fiers de voir des gens devant lesquels vous êtes époumonés, vous avez transféré des fois comme des écorchés pour les former, et après vous les voyez en train de ne rien faire, de n'être utile à rien. Est-ce que c'est une fierté? Le meilleur baromètre de ce que nous faisons pour faire la mesure de la pertinence de ce que nous faisons, c'est ceux-là. Quand on les voit, ils sont bons, ils ne sont pas bons, ça déteint sur ce que vous avez été. Donc c'est pourquoi nous sommes dans une remise en cause de notre façon de faire, de notre façon d'enseigner. C'est vrai, je crois que c'est Bachelard qui disait la science évolue par crise. Il faut remettre en cause un certain nombre de choses avant que les choses ne puissent être déterminantes pour l'avenir. Je crois que je suis pas sûr, je vais laisser ma consoeur parler et puis on va revenir sur un certain nombre de choses. Madame Nafoko, justement, le professeur disait qu'il faut rompre avec la façon de faire. Il faut réorienter nos systèmes éducatifs, c'est ce que je comprends de ces explications. Mais finalement, sur quoi doit-on jouer? Le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a le fait de former les personnes pour leur permettre d'acquérir ce qu'ils n'ont pas encore. Donc c'est la première chose, si ça répond à votre question. Allez-y. La deuxième chose, c'est vraiment, en tout cas c'est ma conviction, et c'est la conviction du cabinet ILEIFE, c'est jouer sur ce que nous avons déjà en nous. Parce que nous sommes en train de parler de personnes qui ne sont pas scolarisées. C'est tout à fait nécessaire d'être scolarisé pour justement acquérir des choses, comme dit le professeur. En revanche, ces personnes qui ne sont pas scolarisées ont de toute façon des talents en elles. Elles ne sont pas vides. Donc c'est à ce moment-là que c'est vraiment important de jouer sur les deux. Même si la personne n'est pas scolarisée, on peut l'amener en fait à faire ressortir ces talents-là. Il y a plusieurs choses que nous pouvons mettre en place pour ça. Donc à partir du moment aussi, parce que très souvent ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand les personnes n'ont pas ce niveau d'enseignement ou certains diplômes, ils peuvent en réalité perdre confiance en eux dès lors qu'ils sont en face de personnes qui ont des diplômes. En revanche, lorsqu'on joue sur les talents, tout le monde comprend qu'il a en lui quelque chose. Maintenant, là, juste avoir le talent, nous le savons tous, ça ne suffit pas. Il faut vraiment le travailler, donc par la formation et l'éducation. Finalement, est-ce que la scolarisation va suffire à faire du capital humain africain un vecteur de croissance économique? Disons que c'est quand même un atout indispensable. Maintenant, suffit. Vous savez que on apprend jusqu'à la fin de la vie, nous apprenons. Donc, il y a d'autres choses que nous pouvons
ajouter. Professeur Yacoub. Apprendre tout au long de la vie, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat, ce n'est pas parce que vous êtes enseignant, vous êtes professeur, ce n'est pas parce que vous êtes ingénieur que vous cessez d'apprendre. Donc, apprendre tout le long de la vie dans l'approche, la nouvelle approche de professionnalisation, chacun doit pouvoir y trouver sa place. Si je suis peut-être littéraire, j'enseigne quelque chose et j'ai besoin d'une autre formation complémentaire, formation continue, de courte durée, je dois pouvoir entrer dans le système. Et c'est pourquoi, depuis le plan sectoriel de l'éducation pour 2015, nous ne sommes plus axés sur l'architecture pyramidale. Avec moi sur ce plateau, Madame Nathalie Daouda, elle est la directrice générale du cabinet ND Consultant et initiatrice du Forum de l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des diasporas face aux défis de la mondialisation. Bienvenue à vous sur ce plateau. En face de vous, nous avons Monsieur Abdouraouf Olo-Olagba, promoteur immobilier, directeur général de Benemarina Hotel à Cotonou. Il est à la retraite, bien sûr. Également premier président de l'Association des professionnels de l'industrie hôtelière du Bénin et coach certifié d'Afrique. Merci, monsieur, d'être venu sur ce plateau. Prenons un jeune diplômé qui a fait ses études universitaires, est à la recherche d'un emploi qu'il ne trouve pas. Comment doit-il s'y prendre s'il devait emprunter le chemin de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup, Madame Avanso. Je reviens toujours sur le fait que vous rencontrez des jeunes qui ont fait des études, qui vous disent « je n'ai rien, je vais passer par où ?» Le fait de dire « je n'ai rien », c'est ça qui m'énerve. Madame a dit tout à l'heure, Madame Daouda a dit tout à l'heure, même si c'est 100 francs, si tu n'arrives pas à gérer 100 francs, tu ne peux pas gérer 100 000, tu ne peux pas gérer 1 million. Quand on me dit que je n'ai rien, c'est ça qui m'énerve. J'ai fait une conférence à l'UNB, quand j'étais directeur général de Bénin, Sheraton Hotel, où j'ai demandé à tous les étudiants de venir à l'hôtel pour, je ne sais pas, tous ceux qui disent, parce que j'ai horreur de j'ai l'honneur, ça là, ça m'énerve trop. Qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, je ne peux pas être dans mon bureau et voir un étudiant, par exemple, en train d'arroser le jardin et ne pas le prendre en stage. C'est pas possible. Demandez-moi, je parle sur une chaîne respectable et respectée. Je n'ai pas vu un seul étudiant dans mon bureau. Je n'ai pas vu un seul étudiant dans mon bureau. Je vais vous raconter une anecdote. Comme je suis dans l'immobilier, un maçon, un ouvrier, un étudiant, dit je veux faire maçon. Et puis il est en train de faire maçonnerie. Vous savez, ça m'a étonné. À un moment donné, j'ai vu ce jeune étudiant-là fuir pour se cacher derrière la maison. Un instant après, je m'approche de lui. Je lui dis, mais s'il te plaît, mon frère, qu'est-ce que tu as? Il dit, cette jeune demoiselle qui a passé là, j'ai fait la faculté avec elle. Quand elle va me voir rempli de ciment de la tête jusqu'aux pieds là, qu'est-ce qu'elle va dire de moi? C'est pourquoi je me suis caché un tout petit peu le temps qu'elle s'en aille. Vous savez, 2 semaines après, elle ne vient plus parce que la fille est obligée de passer par là chaque fois. Quand vous me dites qu'un étudiant finit ses diplômes, baccalauréat, tout ce qu'il veut, et qu'il doit dire Dieu l'honneur, nous revenons toujours à la charge. Où je dis à Mme Daouda qui dit tout à l'heure, quand vous allez faire un prêt avant d'ouvrir une entreprise, c'est grave. C'est grave. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? C'est que ce jeune-là a ses 2 pieds, il a ses 2 mains, il a sa tête, son mental qui doit travailler. Quand j'étais enfant, je faisais, permettez-moi de... Il n'a rien trouvé à Cotonou. Aussi longtemps que tu vas. Aujourd'hui, les jeunes l'honneur ne marchent pas. J'ai travaillé dans une chaîne américaine où l'Américain ne va pas te demander, montre-moi ton diplôme, mets-toi à l'œil, je vais voir si ce dont tu es capable de faire. C'est ça. Le tout ne suffit pas d'avoir le diplôme. Il y a d'autres compétences qu'il faut ajouter. Mais étant donné que tu es un jeune et que tu as fini de travailler, tu dois pouvoir quand même voir ceux-là. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous être utile? Tu as fait l'informatique. Ok, regarde, je ne sais pas. La société qui fait l'informatique, donne-toi, j'ai demandé aux jeunes, dis-moi, moi là, s'il te plaît, je veux vous aider pendant 1 mois. Je veux vous aider pendant 2 mois. Je veux vous aider pendant 2 semaines. On verra de quoi tu es capable. Vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, je n'ai rien contre les jeunes. Je me bats pour aider les jeunes dans la mesure du possible. Mais il y a
il y a des caractères, il y a des compétences, il y a des attitudes qu'il faut rajouter pour pouvoir quand même subvenir, sortir quelque peu pour qu'on puisse t'identifier et t'utiliser. Vous ne pouvez pas aujourd'hui à Sika TV accepter quelqu'un. Vous savez, quand on était enfant, on parle de dictée et de rédaction. Je suppose que tu es un étudiant, tu as une capacité d'écrire, comment on appelle ça, copie ou bien écriture. Tu écris joliment et puis tu écris correctement. Mais aussi longtemps que tu diras, s'il te plaît, j'ai écrit des livres, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Ça prouve que ton livre-là, ce n'est pas encore meilleur des meilleurs. Ce n'est pas encore meilleur des meilleurs. Je demande à tous les étudiants. Aujourd'hui, on pense qu'il faut aller à l'école, c'est seulement pour aiguiser votre matière grise et réagir le moment venu. Mais nous pensons toujours que, je ne veux pas donner des noms. Vous savez combien de doctorats Abdoulaye Wade a? Ce n'est pas parce que vous êtes étudiant dans tel domaine qu'il faut dire je cherche emploi dans tel domaine, je cherche emploi dans tel domaine. Non, il faut voir encore dans d'autres domaines et vous allez trouver quelque chose, mais nous voulons commencer fort, nous voulons commencer high. C'est pour ça que je dis, un étudiant qui a son diplôme, qui a son doctorat, qui a ceci, est-ce qu'il est prêt à conduire ZEM? Est-ce qu'il est prêt à faire aide-maçon? C'est ça la réalité. J'ai acheté ma première parcelle dans ce Cotonou-là, à Sika Toyota, là, derrière Sika Toyota. Là. Tous ceux qui ont acheté de parcelles, là, ils connaissent les gens de Zobo, ils connaissent le monsieur qu'on appelle Elek Beri Odje, paix à son âme aujourd'hui. Il m'a créé un cahier. C'est ça. Ils ne sont pas tous morts. Il y a des gens qui vont t'identifier et qui vont constater que tu n'es pas la jeunesse ambitieuse, que tu as des caractères, que tu as un but, que tu as un objectif, et ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Le milieu dans lequel moi je suis allé, j'ai grandi dans ce marécage de Sika Toyota. Et dans ce marécage de Sika Toyota, en tant qu'étudiant, je suis devenu coupeur d'argile, Madame Daouda. Sans un seul rond, coupeur d'argile. J'ai coupé l'argile, on appelle ça Rouimpo, on délimite les parcelles comme ça. Vous ne pouvez pas savoir, ceux qui sont du domaine vont le savoir. C'est comme ça. J'ai commencé petitement et j'ai acheté ma première parcelle à l'âge de 18 ans dans ce Cotonou, en tant qu'étudiant. Quel étudiant aujourd'hui? Je rentre dans les détails. C'est que tu rentres là, tu sens mauvais les jeunes. J'ai fait bégamin, les demoiselles sont là. Hein. Je suis un homme, je suis un garçon. Hein. Et ils vont me voir comme ça là. C'est ça. Je dis, en tant qu'étudiant, oui, tu as ton diplôme, tu es allé à l'université, c'est pour aiguiser ta matière grise, pour que tu réagisses, pour que tu fasses la méthodologie et tu verras que il y aura toujours un petit comme ça qui va rentrer dans la poche. Ce n'est que 1000 francs. S'il te plaît, si vous rentrez, tu ne vas pas manger tous les 1000 francs. Tu ne vas pas manger tous les 5000. Mais il y aura petitement, ça va aller. Mais le fait de s'accrocher, j'ai fait l'informatique, j'ai fait bureautique, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est ça que je veux. Non, nous devons diversifier nos connaissances et voir qu'est-ce qui se présente à nous, se jeter dedans en attendant pour continuer. Donc, c'est ce que moi, je peux proposer à un étudiant qui est sorti de l'université, pimpant comme ça, ne veut pas du tout, tcheké comme ça, là. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment se jeter à l'eau et se frayer des chemins pour grandir petitement, comme Mme Daouda l'a dit. Mme Daouda, je vous pose la même question. Que recommanderiez-vous à un jeune diplômé qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, la première chose, c'est qu'il faut se donner un temps. Ça paraît désuet comme ça, mais il faut se donner un temps pour observer la société. Parce que la bonne idée d'entreprise, elle viendra de l'observation de la société. Donc, il faut se donner ce temps-là. Et je pense que lorsque l'on est étudiant, c'est probablement la seule période de notre vie pendant laquelle on a ce luxe-là de s'arrêter pour observer. Et pendant toute la durée des études, c'est bien vrai, on va apprendre de la technique, on va aiguiser sa matière grise, comme vous dites, mais il faut observer ce qu'il y a autour de nous, de manière à être prêt à la sortie des études, à avoir un plan B. Le plan A, quand on fait des études, c'est d'aller, j'ai l'honneur de demander un travail, être assis dans un bureau, voilà. C'est le plan A. Et il ne faut pas le négliger parce qu'on a investi 2, 3, 4, 5 années d'études. Donc, il faut poursuivre ce plan-là. Il ne faut pas abandonner avant d'avoir commencé. Donc, ça, c'est pas ma recommandation. Il faut finir le boulot. Voilà. Mais il faut avoir un plan. Il faut être, ce que je recommande, moi, aux jeunes que je croise, soyez une solution.
Ne soyez pas un problème de voilà, on est étudiant, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, aidez-nous. Soyez une solution. Si vous voulez contribuer valablement à la société, pour avoir une place dans cette société et avoir une vie digne et décente, soyez une solution. Venez avec un plan, proposez quelque chose. Donc, si c'est vendre de l'eau à la sortie de l'école, mais faites-le. On ne vous enlèvera pas ce que vous savez. Vous le savez. On ne vous enlèvera pas ce que vous savez faire. C'est à vous. Voilà. Donc, gardez ça, protégez ça et soyez une solution. Quelle que soit la solution, prenez le temps. Ce n'est pas votre idée qui est la meilleure. C'est ce que veulent les gens qui est important. C'est pour ça que je parle d'observation. Donc, si c'est faire la moto parce que entre l'école et l'arrêt de bus, il y a de l'eau et les gens ne veulent pas mouiller leurs pieds, faites-le. Vous êtes une solution. Et vous verrez que cet argent ou cette valeur que vous allez générer à partir de cette solution que vous avez proposée, si vous avez un plan, en observant la société, généralement on a un plan. Le plan vient, le plan apparaît. Cet argent, ce n'est pas pour vous acheter un nouveau téléphone ou vous acheter de nouveaux habits. C'est votre capital. C'est comme ça que vous fabriquez votre capital. Mettez-le de côté et oubliez-le. Et continuez de faire des j'ai l'honneur, etc. Voilà, d'accord. Alors, monsieur Olo, là-bas, Oui. une réaction par rapport à ce que Madame Daouda vient de dire? Merci beaucoup. Je suis en phase avec Madame Daouda. De quoi Cotonou a besoin aujourd'hui? De quoi Cotonou a besoin? J'ai vu des jeunes, vous savez, quand il pleut, il y a du sable comme ça qui entasse les pavés, les goudrons qu'on a fait à coups de milliards. J'ai vu des jeunes, avant la mairie de Cotonou payait pour pouvoir entretenir ces goudrons-là. Mais je suis très heureux lorsque j'ai vu des jeunes ramasser ces sables-là et les vous savez que on met ça dans paquet dans les pays que je vois là et ça se vend. Aujourd'hui, j'ai vu des jeunes qui sont en train de ramasser ces sables-là. Ça fait un service. Soyez une solution et ne soyez pas un problème pour la société. Nous avons constaté qu'il y a du sable sur les goudrons. Nous avons ramassé le sable et nous avons vendu le sable maintenant à ceux qui en veulent et nous avons de l'argent dans la poche. Cet argent-là, nous allons essayer de le fructifier petitement, quitte à gravir les étapes petit à petit pour avancer. Donc aujourd'hui, il y a tellement de problèmes et on cherche qui va solutionner ces problèmes-là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand on dit « je n'ai pas d'emploi », je rigole. Je n'ai pas d'emploi. On dit le Bénin, c'est un petit village en construction. Ça ne suffit même pas. Donc il y a beaucoup de problèmes autour que ces jeunes étudiants-là peuvent régler dans leur spécialité, dans l'informatique, dans la communication, dans l'événementiel, dans la santé, dans l'environnement. Autant de problèmes que nous avons aujourd'hui et nous attendons vivement de ces jeunes qu'ils règlent ça petitement. On ne leur demande pas de faire de miracles, mais que nous soyons quand même des apports, que nous impactons notre société pour un développement durable. Madame Daouda, finalement, qu'est-ce que nous retenons? Alors, la première chose, c'est, voilà, il faut être une solution, il faut observer son environnement pour identifier des choses à faire pour servir, en fait, un public et trouver ses propres clients. Il faut être sa propre solution dans sa propre vie. La deuxième chose que je n'ai pas pu évoquer, c'est il faut travailler ensemble. Il faut se regrouper. Parce que cette histoire-là d'y aller seul, on va pas très loin. On va pas très loin. Et le meilleur moment pour s'associer aux gens, c'est quand on est étudiant. Parce qu'il n'y a pas encore d'enjeu. On est dans la camaraderie encore. Donc c'est assez simple on se fait déjà confiance sur un certain nombre de choses. On n'a pas d'enjeu de forcément de famille ou des choses qui vont nous forcer à nous replier sur nous-mêmes, en fait. Donc pour moi, c'est la meilleure période pour se regrouper et faire des choses ensemble. Échanger, se confronter, on a encore cette fraîcheur-là qui nous permet de collaborer véritablement avec les gens. L'autre chose, et je fais très attention en le disant, il faut voyager. J'ai pas dit d'aller se noyer en Méditerranée. C'est pas ça que j'ai dit. Il faut voyager. Voyager en conscience et avec un objectif bien précis qui est de voir comment ça se passe ailleurs.
D'accord ? Cette histoire d'aller se jeter en Méditerranée, c'est un autre sujet. C'est vraiment se regrouper. J'ai une idée, je me mets en groupe avec des gens que je connais, on a des bases communes, on a des valeurs communes, et on va voir ailleurs. On se cultive. La quatrième chose, c'est se cultiver. Se cultiver, ce n'est pas prendre ce que les autres ont dit et puis l'appliquer bêtement. C'est vraiment voir comment d'autres voient le monde. Aller voir par soi-même et puis lire, écouter ce que les autres voient. Confronter avec ce qu'on a et puis le digérer et se le réapproprier pour essayer des choses. Dans l'idée, toujours de servir ce trou dans la société qu'on a identifié. Parce que si vous allez dans la société des autres pour trouver des trous dans la société des autres, vous servez la société des autres, vous ne servez pas la vôtre. Il faut protéger sa maison. Voilà. Donc pour moi, les jeunes aujourd'hui ont cette opportunité-là d'avoir Internet, qui donne un accès exceptionnel à tellement d'informations. Ils ont cette force de la jeunesse. On est globalement dans un pays stable. Quoi qu'on dise, bon, ça frétille un peu à gauche, à droite, mais globalement, le Bénin est un pays stable, avec une culture originelle extraordinairement forte. Il faut retourner dans cette culture-là. Je ne parle pas du Bénin, je parle du Dahomey. Cette culture-là, il faut retourner dedans parce qu'elle détient absolument tout ce qu'il y a à savoir pour nous-mêmes. Le choix d'un métier constitue pour beaucoup de jeunes un véritable casse-tête. Il s'agit pourtant de l'un des choix les plus importants que l'on ait à faire dans sa vie. Ceci dans un contexte où le marché de l'emploi reçoit chaque année des milliers de diplômés et où les obstacles à l'accès à l'emploi se multiplient. Le chômage reste une préoccupation majeure sur le continent africain et les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains selon la Banque mondiale. Il est donc capital de ne pas se tromper et de choisir la bonne orientation professionnelle et surtout dès le départ. Madame Akplogan, vous êtes modiste, mais au départ, ce n'était pas l'orientation que vous aviez choisie. Non, j'avais choisi de faire le droit. Bon, je ne dirais pas que j'ai choisi. J'avais commencé à faire le droit. J'étais allée vers le droit parce que à la fin de mon cursus du second cycle, j'ai eu mon bac et il fallait choisir une filière. Et moi, je voulais qu'on m'inscrive dans un métier d'art. Je voulais faire soit de l'esthétique ou tout ce qui avait trait à la mode, stylisme. Mais il fallait pas mentionner cela à la maison parce que pour les parents, on peut pas t'envoyer à l'école. Tu as le bac et tu dis que tu veux faire du stylisme. Quand on dit stylisme, pour eux, c'est un métier... C'est vu comme un métier dégradant. Voilà. Donc, il fallait choisir maintenant une filière. Alors, j'ai choisi le droit dans le temps parce que il y a mon oncle qui était magistrat. Et je me suis dit, OK, je vais être comme mon oncle. Donc, je vais à la fac. Et on m'a inscrit en fac de droit, mais je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans cette filière-là. J'ai fait 4 ans, je suis allée jusqu'en maîtrise, mais après, il fallait choisir maintenant mon chemin. Je ne me sentais pas du tout bien dans cette filière-là. C'est vrai que je suis allée jusqu'à la maîtrise, mais je recherchais toujours une autre filière, un autre métier. Pourquoi avoir attendu d'aller jusqu'à la maîtrise pour réagir? Parce que je n'avais pas le pouvoir de le faire. Je ne pouvais pas aller contre la décision de ma mère, contre la décision de mes parents, de m'inscrire dans une filière donnée. Monsieur Koba, que vous inspire cette expérience? Oui, je pense que madame a vécu ce que vit la plupart des Africains, des millions d'Africains, de jeunes Africains qui vivent cette expérience-là, dans la mesure où les parents ont a priori leurs orientations qui veulent imposer, et ils en ont les formules. J'en connais qui, on peut vous amadouer un peu, on peut vous présenter un peu les avantages qu'il y a, mais jamais une négociation avec l'enfant. Il y a ça, derrière ça, il y a un petit... je dirais le contexte africain dans lequel on ne nous a pas trop habitués à dialoguer ou à négocier avec nos parents. Et quand on arrive à ce stade-là où l'enfant a choisi,
Je rappelle que le choix, dans beaucoup de pays africains, le choix devrait être plus tôt. Déjà en 6e, je peux choisir d'aller dans une série technique, ce qu'elle dit là. Si on l'avait envoyé peut-être dans un lycée depuis la première année de lycée, elle aurait peut-être pu faire des choses. Arriver en seconde, pour passer du premier cycle au second cycle secondaire, on a encore un niveau de choix. Donc si rien n'a été fait, est-ce que le jeune arrive au niveau du bac, c'est souvent difficile après le bac de le faire. Et comme elle, j'en ai rencontré des centaines, pour parler du cas du Bénin, et dans d'autres pays également, où c'est après le bac, on n'a même pas encore la réponse à cette question-là. Donc les parents, ils ont le souci leur souci, c'est vraiment, je vais voir mon enfant devenir, comme on le dit en africain, quelque chose. Et pour ça, il y a des domaines qui sont priorisés. On a vu, on voit des métiers. Comme la médecine. La médecine, les métiers de droit, avocat, magistrat et tout ça, qui socialement ont plus ou moins certains prestige. Et on veut voir on veut voir les enfants dedans. Deuxième chose, il y a des parents qui ont ce que j'appelle des rêves non réalisés. Il a voulu lui-même faire le métier, mais les conditions ou les contextes de la vie l'ont empêché, peut-être le décès de son propre père ou quelqu'un qui devrait l'aider, manque de moyens et tout ça, il s'est arrêté à un niveau donné et continue de nourrir ce rêve-là qu'il veut voir réalisé par le biais de ses enfants, puisque en Afrique on croit que c'est Dieu qui donne les enfants. Donc si Dieu m'en donne, mon enfant le fera à ma place. Et la réalisation de ce projet-là, c'est un projet, on tient à l'imposer, à voir ça prospérer dans sa progéniture. Donc voilà un peu ce qui se passe aujourd'hui avec l'imposition des parents. Nous, on l'appelle l'imposition des parents dans le choix de carrière, ce qui ne devrait pas être. Je pense que les parents, leur souci, moi je comprends, mais on peut gérer ça autrement. Alors, je comprends par là, Madame Apoglan, que vous avez choisi de briser le rêve de vos parents. Et comment est-ce qu'ils ont pris la chose? J'ai choisi de briser non seulement ce rêve-là, mais j'ai choisi de suivre ma destinée. Au début, ça n'a vraiment pas été facile. Ils n'ont pas bien pris le fait que je ne devienne pas carriériste. Et pour appuyer ce que monsieur disait, moi, je me suis toujours dit que lorsqu'un enfant vient au monde, c'est pour qu'un parent l'accompagne. Et dans l'accompagnement, le parent a le rôle de l'orienter dans sa vie, non pas de lui selon ses aptitudes, non pas de lui imposer ce qu'il doit faire dans la vie. Et moi, j'ai décidé carrément de sortir de ce réunion-là, de suivre mon chemin. Et aujourd'hui, je pense que mes parents sont fiers de moi. Ma mère, elle est fière de moi aujourd'hui. Elle participe à mes ventes privées. Quand elle voit mes articles, elle est fière de le partager. Et c'est déjà une réussite de le faire. Monsieur Koba, comment arriver, quand on est un enfant à qui les parents imposent leur choix, comment arriver à renverser la tendance et suivre son chemin? Alors, j'avoue que c'est difficile, mais je commencerai par les enfants eux-mêmes. Et pour ce que je fais en matière d'orientation de choix de carrière avec les apprenants, je commence par dire qu'ils doivent bien se comporter à la maison pour qu'il y ait un climat de confiance et de négociation. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez vécu tout le temps à couteau tiré avec les parents parce que vous n'êtes pas docile, on vous commande des choses, vous ne faites pas, il serait difficile pour eux quand ils pensent à des choses en termes de projet de vous faire asseoir et de discuter avec vous, de demander votre point de vue. Mais des enfants qui ont été plus ou moins soumis, collaborent bien, il y a un bon relationnel avec les parents. Généralement, même quand il y a un projet d'imposer quelque chose, on veut tenir compte de la vie de l'enfant. Mais je vois un peu comme deux situations. Il y a une génération de gens, un peu ceux qui, des années 80 à environ 90, ceux qui ont vécu à ces moments-là, ça va être un peu plus compliqué. Mais depuis 90 jusqu'à maintenant, donc d'ici ces 30 dernières années, c'est relativement plus facile pour l'enfant d'avoir un peu comme une chance de discuter. Donc, première chose, l'enfant doit se comporter socialement bien à la maison pour qu'on puisse voir la société. Deuxième chose, il faut déjà prouver aux parents que sur le plan scolaire, sur le plan rendement, vous avez des résultats qui font que, parce que tous les parents sont contents que les enfants soient premiers, brillants et tout ça. Et quand on est dans ce contexte-là, les parents peuvent vous demander, mais qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te donne. Dans cette ambiance-là, déjà, je commence par réclamer des choses qui font partie de mes rêves. Et troisième chose pour finir, je ne dis pas que c'est acquis d'avance. Troisième chose pour finir du côté des enfants, quand on arrive à l'étape du bac notamment, il faut que les enfants soient renseignés. Parce que parfois, vous défendez des choix sur lesquels, dans une logique d'argumentation, vous n'avez pas d'argument solide pour défendre votre point de vue. Quand le parent sent que tu es mineur et que tu n'es pas outillé, tu n'es pas équipé, et tu n'as pas l'information pour le convaincre, lui se dit, bon, c'est un enfant, il peut être en train de se perdre, alors que c'est certainement un rêve.
Mais s'il a d'informations, s'il y a des repères, s'il y a des aînés, des gens avec qui il dit, écoute papa, je peux inviter quelqu'un à la maison, va venir t'en parler, parce que lui, il est déjà dans le métier, il est dans le domaine. Ça pourrait atténuer un peu cet élan des parents à vouloir imposer. Elvira Plogon, alors, dans votre cas, encore une fois, vous avez tourné dos à la magistrature, vous avez choisi la mode et aujourd'hui, vous êtes la promotrice d'une marque dénommée Loan H. Ça n'a vraiment pas été facile sur le plan financier, sur le plan émotionnel, parce qu'il y a l'entourage qui vous décourage. Ah mais non, toi tu peux pas faire ci. Ah mais non, telle personne fait ça déjà. Telle personne a déjà créé ci. Mais c'est de trouver cette chose-là. C'est de trouver cette petite chose-là qui vous différencie des autres. C'est ce que moi j'ai fait. J'ai opté de travailler sur les tissés d'Afrique. Et donc, je travaille le convoi du Bénin, le baoulé de la Côte d'Ivoire, le faso d'Amfani, le bogolon du Mali, les tissés d'Afrique, les matières d'Afrique. Et c'est ça qui fait la particularité de ma marque aujourd'hui. Le chemin n'est pas facile. Les gens sur le chemin vont vous décourager. Mais l'essentiel, c'est de ne jamais abandonner. Il m'arrive de ne vraiment pas avoir la force de continuer. Mais je n'ai jamais abandonné parce que je poursuis un but. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Je le referai, je le fais, je le referai. Ça, c'est mon chemin en fait. Je suis dans ma destinée. Alors, Monsieur Koba, tout le monde n'a pas eu la chance, comme Elvira Plogon, de dire stop à un moment donné. Et quand on est dans ce cas-là, quand on est encore en train de suivre le chemin que les parents ont tracé pour soi, à quel moment est-ce que il est trop tard de faire demi-tour? Non, il n'est jamais trop tard. Comme on le dit vulgairement, tant que la vie continue, on peut toujours espérer. Je voudrais juste encourager ceux-là qui se trouvent dedans. Parce qu'un des domaines dans lesquels c'est compliqué, c'est quand vous vous retrouvez à devoir faire 7 ans en médecine pour avoir un doctorat d'état en médecine. Ce qui vous a pas plu, c'est vrai que vous avez mentionné très bien au bac C ou D, et puis bon, donc les conditions du point de vue académique étaient réunies pour faire la médecine, mais vous ne voulez pas. Mais vous êtes déjà dedans, deuxième année, troisième année, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que si vous arrêtez maintenant, vous serez jamais docteur. Par contre, si vous avez du courage comme moi, vous finissez le cycle de médecin, mais pendant que vous y êtes, trouvez un moyen, même si c'est en cachette, de développer vos rêves. Si c'est de la musique, trouvez un club de musique dans lequel vous allez faire de temps en temps. Je sais que les études en médecine ne sont pas faciles, mais quand on a une passion, on peut tout vendre pour réussir à aller vers sa passion. Si c'est un sport, trouvez un petit club dans lequel, de façon amateur, vous êtes dedans. Parce qu'au moment où vous allez prendre la décision d'y aller, je ne vais pas utiliser un mot auquel les Béninois sont habitués, vous allez cesser de dire à vos parents, maintenant j'ai pu faire, je vous ai fait ce que vous souhaitez, il faut que je fasse face à mon destin, parce que heureusement, la vie de l'individu n'est pas qu'enfant. À un moment donné, tu vas être adulte et tu dois assumer des choix, tu auras toi-même des responsabilités. Je crois que quand on est à la frontière de cette étape-là de la vie, il y a certaines choses qui sont relativement faciles. La vie même, faire le combat avec vous, si vous avez fini d'avoir 25 ans, et que les parents croient que bon, c'est toujours eux qui doivent continuer. Je crois qu'à un moment donné, il y a des choses qui les obligent eux-mêmes à laisser tomber la guerre, comme on le dit. Et déjà, mais avant ça, continuez pas à entretenir des relations, des contacts, des informations et même des activités par rapport au domaine dans lequel pour qu'au moment où vous allez faire le choix de partir définitivement, on n'ait pas l'impression que c'est trop tard parce que je ne l'ai pas fait du tout. Parce que le danger, c'est d'exercer un métier pour lequel on n'a aucune passion. Exactement. C'est dangereux dans tous les domaines, de la médecine à tout ce que vous voulez. Si vous faites quelque chose parce que je dois manger, comme j'entends dire beaucoup d'Africains, ça va être dramatique. Là, vous ne vivez pas, vous suivez ou vous votez, comme dit quelqu'un. Puisqu'il faut se préparer. Il y a peut-être des gens, des amis avec qui on pourrait avoir des contacts pour les financements, des collègues avec qui on avait fait la formation, c'est des gens avec qui il ne faut pas abandonner. Il faut garder aussi un réseau. Madame est sur les questions de moyens de vente. Si elle n'a pas gardé un réseau d'amis, de copains de classe, de tout ça, c'est déjà des gens avec qui, les gens qui vous connaissent, par rapport à la qualité de vos résultats aussi. Parce que c'est pas son entourage. Tout à fait. Si vous n'aviez pas aussi ce bon relationnel-là, dès que vous allez changer, au-delà du fait que certains pourraient se moquer, il y a des gens que vous allez retrouver, vous dire, ah mais tiens, ça c'est bien parce que là, je ne m'attendais pas à ça. Ça va vraiment faire le déclic dans la tête de certains de voir que vous coupez
avec un certain nombre de pratiques et que vous êtes allé sur un champ que je pourrais dire qui n'est pas forcément les sentiers battus. Et là, vous verrez toujours des gens qui vont vous accompagner. Donc, en résumé, persévérer dans le choix, même si vous souffrez maintenant beaucoup de courage, ça c'est nécessaire. À un moment donné, et commencer, il n'y a pas travail. Si vous avez envie de faire une ferme, peut-être vous avez un petit jardin quelque part, on va jeter des noix de ceci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Koba. Je vous laisse la conclusion. Madame Akplogan. La conclusion Très serait rapidement. d'encourager les jeunes à vraiment suivre leur passion, à ne pas baisser les bras quand ils sont découragés, mais de rester fixés sur le but. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Madame Elvira Akplogan. Elle est entrepreneure, modiste, promotrice de la marque Loan H, dont j'ai l'honneur de porter les boucles d'oreilles. En face d'elle, nous avions Monsieur Marcelin Koba. Il est spécialiste des questions économiques. Merci à vous deux d'être passés sur Sikaï. À très bientôt. Merci, madame.